Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité. En parlant justement de produits nationaux, en parlant justement de production nationale, une foire destinée justement à la promotion de tous les talents de nos investisseurs, de producteurs également, est en cours au niveau de la SAFEX, Port Maritime à Alger. Et bien sûr, vous pouvez encore en profiter, découvrir des choses qui vont vous étonner, croyez-moi, en sillonnant les allées de cette foire. Donc la production nationale à l'honneur, c'est en reportage tout de suite. Les produits fabriqués localement gagnent de plus en plus la confiance des Algériens. Les producteurs nationaux redoublent d'efforts pour mettre sur le marché un produit fiable et compétitif pour satisfaire ainsi leur clientèle. Comment le consommateur algérien perçoit-il le produit national? Sincèrement, j'ai fait confiance aux produits algériens. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans ces dernières années que le produit algérien s'améliore. La progression, que ce soit au niveau du produit ou au niveau de la qualité. Sincèrement, j'achète toujours algérien. Personnellement, je fais confiance à certains produits, mais pas à tous les produits. Je fais par exemple confiance aux produits Condor en matière d'appareils électroniques. J'ai personnellement un téléphone mobile, je l'ai depuis 2 ans et il fonctionne à merveille. À la foire, nous avons rencontré même des Tunisiens venus spécialement pour s'enquérir des nouveaux produits algériens. Nous sommes venus spécialement de la Tunisie pour assister à ce foire. C'est fiable, les produits algériens. Et je fais totalement confiance, moi personnellement, ainsi que tous mes camarades. De leur côté, les producteurs savent qu'une relation de confiance s'installe de plus en plus entre le produit qu'ils mettent sur le marché et leurs consommateurs. La foire de la production nationale est justement une aubaine pour eux afin de se rapprocher du consommateur et d'être à leur écoute. Si on se réfère aux chiffres, de plus en plus il y a de ventes d'année en année, ce qui permet de dire qu'on a vraiment la confiance du consommateur algérien. Les clients, toujours les clients satisfaits par rapport de notre produit. Mais des fois des clients اللي شويه يزيد باش يشري بارابور حتى وين يقول لك السنه ينسايي السنه كذا حتى وين يدير تيموا باش يشوف لا كاليتي تاعو غير يكون تعجبو لا كاليتي كي يبلاصيها ومن بعد صاي يقول لك ندير لا غروند كونتيتي. Actuellement le consommateur apprécie les produits de fabrication algérienne parce que le produit algérien il est de qualité pratiquement égale à la qualité du produit importé. رانا نشوفوا بليك الناس الحمد لله ابري لي زيفور اللي رانا نديروهم الناس elle fait confiance en produit national mais toujours le produit national il est soumis à le doute puisque dès que l'entreprise algérienne يكون عندها un problème في produit ديالها l'algérien il perd la confiance. Même on a fait des techniques باش نربحوا الثقة تاع هاد الكونسوماتور. Le consommateur algérien devient de plus en plus exigeant. Les producteurs nationaux se doivent de poursuivre leurs efforts pour gagner leur confiance. Et voilà, je vous l'avais promis au début de l'émission, que nous allions retrouver Hamid Belkacem pour la rubrique environnement et il est là. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Ça va Hamid? Oui. Bien. Ouais, il fait beau. Fin décembre, ça se déroule bien. Oui, c'est une bonne année. Enfin, j'espère qu'il va pleuvoir un peu plus pour avoir une bonne année agricole, pour avoir un meilleur Oui, pourquoi avril. pas les neiges sur certaines régions. Oui. Hamid, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un aspect très important dans le quotidien. Il s'agit de l'économie circulaire et de son incidence, justement, sur notre vie au quotidien et sur notre environnement. Voilà, si on devait définir ce qu'est en des mots très simples, jusqu'au début des années 90, l'économie se faisait de manière linéaire. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette linéarité? Oui, quel est le rapport du cercle avec l'économie? Alors, jusqu'à ça fait pas très longtemps, c'était l'économie linéaire, donc il fallait extraire la matière première, produire, consommer, jeter, de manière linéaire. Donc, on commence par extraire la matière première, ça peut être un minéral, du fer ou de l'aluminium, le produire quelque chose, la consommer et jeter. Par opposition, l'économie circulaire, si on devait résumer en un terme très simple, c'est le petit triangle que vous pouvez voir sur une bouteille d'eau minérale
ou une canette en aluminium ou juste une bouteille en verre. Ça veut dire quoi, ce petit triangle? Ça veut dire que le matériau avec lequel a été produit ce récipient, cet emballage, est recyclable. On peut recycler l'aluminium à l'infini, on peut recycler le plastique, on peut recycler le verre. Et c'est cela, l'économie circulaire, qui nous permet d'économiser en amont de la matière première, puisqu'on arrive à circuler. Donc on va laisser quelque chose pour les générations futures. En même temps, on va économiser de l'énergie, c'est toujours bon pour la planète, et surtout, on va économiser beaucoup d'argent. Au lieu d'avoir à chaque fois à produire, en produisant moins, on va laisser quelque chose aux générations futures et même aux générations actuelles. C'est cela, l'économie circulaire. Merci Hamid. En tout cas, cette économie circulaire était à l'honneur lors d'une séance plénière donc menée par la ministre de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable, Fatma Zahra Zarouati. C'était face justement à tous ces parlementaires du Conseil de la Nation qui lui posaient la question de l'importance de cette économie. Donc, moi, ce qui m'a interpellée lors de des déclarations faites par notre ministre, c'est elle a salué en tout cas une initiative du ministère du Commerce qui était allée vers une interdiction de l'importation des sacs en plastique, tout simplement, avec une proposition justement de taxes à l'adresse des producteurs locaux, justement des producteurs de matières plastiques. Qu'en pensez-vous ? Alors, le plastique, le sac plastique, c'est un fléau. Je vais donner très brièvement quelques chiffres, si vous permettez. L'Algérien moyen consomme 180 sacs plastiques par an, rapporté à une population estimée aux alentours de 42 millions d'Algériens, ça nous donne quelque chose comme 8 milliards. 8 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année que Dieu fait en Algérie. Il est vrai que les pouvoirs publics sont face à ce dilemme. Alors, ces 8 milliards de sacs plastiques qui se retrouvent sur le marché, donc dans la nature, faute d'une chaîne de valeur pour tout ce qui est recyclage, faute d'une filière de recyclage plastique qui va peut-être venir, mais qui, au jour d'aujourd'hui, voilà, la réflexion est déjà engrangeée. Voilà, que faire de ces 8 milliards de sacs? Comment réduire ce nombre effarant qui, j'allais dire, impacte négativement l'image de l'Algérie? Il y a des sacs plastiques partout. Vous allez en mer, vous allez trouver des sacs plastiques. Vous allez au sommet de l'Astram, vous allez trouver des sacs plastiques. Vous allez dans une oasis à 200 km. Il est même difficile de prendre une photographie artistique, tellement les paysages sont infestés. On peut dire, entre guillemets, que le sac plastique colonise l'espace en Algérie. Alors, c'est vrai que le politique veut très vite aller vers des taxes. Mais quand on voit ce qui se passe à travers le monde, les taxes n'ont jamais réglé quelque chose. Moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus. Pourquoi aujourd'hui les Algériens utilisent le sac plastique? Alors qu'on utilisait le filet, le couffin. Aujourd'hui, c'est la facilité, parce que le sac plastique étant produit de manière industrielle, 8 milliards de sacs consommés par les Algériens. Je rentre du travail, je n'ai pas mon couffin sur moi, je m'arrête à une épicerie, je prends un sachet. Tout à fait. On fait attention à nos sous. Quand on parle taxe, oui, c'est vrai, mais quand vous allez chez le boucher du coin, c'est minimum 1000 dinars. Alors, quand on met une taxe d'1 dinar ou de 2 dinars sur un sac plastique, vous allez chez le boucher, c'est quoi 2 dinars par rapport à 1000 dinars chez le marchand de poulet. Quand vous prenez votre voiture pour essayer d'acheter vos légumes, la pomme de terre qui fait en ville 60-80 dinars, vous allez la trouver du côté en banlieue à 40 dinars. Vous voyez le panneau, vous vous arrêtez, vous allez prendre où vos pommes de terre? Dans un sac plastique. Et ce n'est pas... Quand vous allez trouver la pomme de terre 20 dinars moins chère, vous n'allez pas penser au sac plastique qui risque de faire 2 dinars de plus parce qu'il y a une taxe. Donc, on le voit, les taxes n'ont jamais réglé le problème. Il faudrait beaucoup plus trouver des alternatives. Les alternatives, c'est d'abord notre rôle, sensibiliser, c'est proposer. Pourquoi le sac plastique, il est là? Parce qu'il y a des gens qui le produisent. Ces gens, c'est qui? Ce sont des opérateurs économiques. Même, quand bien même, ils travaillent dans le secteur informel. Le sac plastique est fabriqué de manière informelle. Il faut aller au contact de ces opérateurs économiques. Et vous savez, l'Algérie... Oui. C'est-à-dire que partout dans le monde, on utilise des sacs. Mais donc, moi j'imagine que c'est un problème. Il y a un maillon de la chaîne qui manque, mais ça ne peut pas être le producteur qui payerait la facture d'un tel... Sûrement pas. Voilà, d'une telle situation catastrophique. Parce que vraiment, c'est pas...
Voilà. On retrouve certes dans le monde entier l'usage des sacs plastiques, mais la gestion des déchets constitue en elle-même une problématique quitte à... Si on cerne bien le problème, le fabricant de sacs plastiques est un opérateur économique. S'il faut agir sur cet opérateur économique, il faut lui trouver un plan de conversion. OK, à l'horizon 2020, on va lui donner une année, on va lui donner un financement pour faire autre chose que le sac plastique. Aujourd'hui, il fabrique du sac plastique, il faudrait qu'il fabrique soit du sac plastique biodégradable, donc il faut lui donner le complément financier nécessaire pour pouvoir s'adapter au sac plastique biodégradable, ou du sac en papier, c'est une autre filière, et donc qui va financer ce plan de conversion? Ou alors être inscrit dans une démarche de recyclage. On revient à l'économie circulaire. C'est la même chose. L'économie circulaire a besoin de financement, et au jour d'aujourd'hui, l'Algérie a les moyens à travers des fonds, le fonds de dépollution et du littoral, le fonds national de maîtrise de l'énergie, pour pouvoir actionner des leviers financiers à même de financer l'économie circulaire. Tout à fait. D'ailleurs, dans la même séance plénière, notre ministre de l'Environnement a salué une initiative louable dans la région de Hamissi, c'est bien ça, Alger, donc, où l'on faisait de la récupération, du recyclage de la matière plastique en sachet et qui se faisait de manière très utile. Très utile. Hamissi, c'est à l'ouest d'Alger, c'est du côté de Zuralda, où il y a l'exemple même, le projet pilote d'un centre d'enfouissement technique doté d'une déchetterie et qui vient d'être doté d'une machine qui arrive à recycler 250 kg de plastique par heure, ce qui est une grande performance. Moi, je voulais aussi revenir, si vous permettez, à la dia, sur quand on donne des explications parfois à madame et monsieur tout le monde, il faut donner aussi des exemples. En termes de élimination des déchets, en termes d'économie circulaire. Les 40 millions d'Algériens que nous sommes ont produit 13 millions de déchets. Ces 13 millions de déchets ne sont pas recyclés. Il y a seulement moins de 5% qui vont vers le recyclage. Il se trouve que l'Algérie perd chaque année 1 milliard de dollars. C'est énorme, 1 milliard de dollars. Il y a des pays, des petits pays en Afrique, dont le budget annuel est 1 milliard de dollars. En Algérie, on se permet, les 42 millions d'Algériens se permettent de jeter 1 milliard de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget d'un pays. Un exemple a été tenté du côté Tamzoura, dans la wilaya de Ain Mouchent. Des récupérateurs d'acier ont récupéré de l'acier, ils l'ont donc collecté, ils l'ont remis à ceux qui font le recyclage. Ils en ont fait des biellettes en acier, des petites boules en acier, et ces biellettes en acier, une fois fendues, sont recyclées pour en faire du rang à béton. Alors on arrive à faire du rang à béton avec un produit 100% recyclé que l'on récupère et qui ne se retrouve pas dans la nature. C'est quand même magnifique. Ce genre d'initiative doit être accompagné par les pouvoirs publics. On parlera d'accompagnement justement, Hamid, dans un petit moment, en revenant justement sur un concours initié par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables à cet effet. Mais avant, on va faire une petite virée du côté de Ouargla pour assister à une course de Méhari. Mais en fait, en marge de cette course, le vaisseau du désert. On va voir un petit peu ce que nous révèlent aussi ces vaisseaux du désert. Très bien. La course des Méhari, une tradition préservée depuis plusieurs générations. Aujourd'hui encore, elle est une discipline qui attire beaucoup de monde et beaucoup de participants. J'ai 70 ans et je participe à cette course depuis que j'étais jeune. J'aimerais que cette course perdure dans le temps. Et puis vous savez, nous avons pris de l'âge, alors pour assurer la relève, nous sommes en train de former les jeunes. Nous nous déplaçons de wilaya en wilaya, d'Ilizi vers Tamnaraset, Tindouf ou encore Ouargla. Nous aimerions que les autorités s'intéressent plus à ce que nous faisons et nous aimerions par exemple avoir une ligue pour les courses de dromadaires. Nous organisons cette course pour encourager l'élevage des dromadaires qui fait partie de notre patrimoine. Et je souhaiterais une bonne chance à tout le monde. Les gens du Sud s'attachent bien à cette tradition, mais ils sont tout de même inquiets quant à son avenir, car la course risque bien de disparaître un jour. Nous achetons ces dromadaires à des prix très élevés et l'élevage demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas vraiment rentable, surtout que le prix proposé aux gagnants est symbolique.
Nous les achetons entre 100 et 150 millions de centimes pour peut-être gagner un téléviseur qui coûte 10 à 15 millions de centimes. Et franchement, il faut plus pour nous motiver. J'aimerais que ce patrimoine soit préservé, qu'il ait un intérêt notamment de la part des autorités. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ce n'est jamais assez. En effet, les amoureux des dromadaires ne peuvent à eux seuls faire perdurer cette tradition sans l'aide précieuse des autorités. Alors, que dire par rapport aux méharis, à ces vraiment vaisseaux du désert qui ont beaucoup rendu de service aux nomades pendant des décennies, Aux nomades, mais pas que. Hein. Moi, je me rappelle, à l'environnement également. À l'environnement. Moi, je me rappelle avoir découvert les gravures rupestres sur le plateau de Djabaran, pas loin de Janet, dans le Tassili, grâce à des dromadaires, parce que c'était des terrains rocailleux, rocheux, d'altitude, où il ne fallait pas perturber la nature, ne pas utiliser des véhicules avec tout ce qui est gaz d'échappement, avec tout ce qui est moteur, sang, bruit et tout. Et pendant 10 jours, on a eu à utiliser des dromadaires et c'est fabuleux parce que grâce aux dromadaires, on a pu approcher des sites d'une rare beauté sans altérer la nature. Donc le dromadaire a toujours sa place, c'est un élément naturel de la nature. Absolument, donc on le dira jamais assez. Puis les sociétés Touareg en savent un bout sur le recyclage de tous les produits agroalimentaires. Les sacs justement dont on parle sont toujours reconvertis dans le décor. Oui, on fabrique des petits couffins, plein de petits objets. En fait, ils pratiquent depuis ils ont des lustres. adapté la vannerie à ces produits pour ne pas les retrouver dans la nature. On ne retrouve pas de sacs. Oui, du tout. Eux, ils ont adopté ça fait très longtemps pour pouvoir vivre sereinement et en toute tranquillité, en paix, en sécurité. Ils ont adopté l'économie circulaire. Tout se recycle, tout se fait, rien ne se jette. Voilà, ils ont compris ça fait très longtemps. Dans la société Touareg et j'espère que ce sera de mise dans les autres régions de notre pays. En tout cas, on essaye d'encourager l'investissement dans le domaine de l'économie circulaire actuellement par le biais d'un concours. On peut revenir en quelques mots sur ce concours? Oui, c'est un concours qui est destiné d'abord aux jeunes étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants designers, surtout, ils peuvent se mettre en monome, binôme ou trinôme, c'est-à-dire une ou deux ou trois personnes. Pourquoi? Parce que l'un peut être designer et donc maîtriser tout ce qui est technique. La deuxième personne pourrait être dans tout ce qui est création d'entreprise et la troisième dans ce qui est gestion financière des projets. Donc en se mettant à trois, on peut valoriser. C'est du upcycling, c'est du recyclage. Donc il faut faire un produit design. Donc c'est un concours d'abord artistique qui est organisé par le ministère de l'Environnement et soutenu par la GIZ qui est l'agence de coopération allemande en Algérie. Le concours a commencé en fait le 2 décembre. Il va y avoir une étape qui est le 31 janvier. Qui va valider tous ceux qui vont aller vers la finale et les résultats seront proclamés le 11 mars. Pourquoi le 11 mars? Tout simplement parce que c'est la journée nationale des startups. D'accord? Et donc, les gagnants seront accompagnés jusqu'à arriver à créer leur propre entreprise. Il y a des conditions, bien sûr. Il y a la valeur artistique du design, du produit. Il faut qu'il émane d'un déchet qui peut être recyclé. Et c'est quand même magnifique. On peut prendre juste dans tout ce qui est confection, on prend de grands rouleaux de tissu, on fait le patron, on découpe et tout. Il y a des chutes. Si on arrive à valoriser ces chutes d'une manière artistique et leur donner en fait une seconde vie, parce que c'est cela un peu comme faisaient nos grands-mères avec le patchwork. Exact. Tout à fait, ou les couvertures, etc. Ou le pain perdu. Aujourd'hui, on retrouve dans la nature, dans nos déchets, alors que le pain perdu était récupéré. Et donc, l'intitulé, c'est « Donnant une seconde vie à nos déchets ». Et donc, c'est très important. Et si on arrive à donner une seconde vie à nos déchets, à les valoriser, à leur donner une touche artistique, tout en pouvant créer une entreprise et donc créer de l'emploi et de la richesse, c'est du pur bonheur. Absolument. En tout cas, à la veille de l'organisation des assises nationales, justement, consacrées à cette économie circulaire, donc assises de l'environnement et de l'économie circulaire, qui seront organisées dès demain, on va encore amorcer la réflexion autour de cette économie, de son importance dans nos vies.
L'économie circulaire, on la pratique, mais peut-être à très très petite échelle. Au jour d'aujourd'hui, vous avez, il y a un pays où il y a 70% de jeunes. Ces jeunes vont énormément fréquenter des instituts supérieurs, ils sortent avec des diplômes et souvent ils ne savent pas quoi faire. Ils sont tentés par les nombreux dispositifs. Dieu merci, l'Algérie dispose de l'ANSEJ, la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage, et l'ANGEM, l'Agence nationale de gestion des microcrédits. Il y a de ces dispositifs. Est-ce que vraiment ils ont des privilèges? Est-ce qu'il y a vraiment des mesures incitatives à leur égard? C'est là où le bas blesse. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand on est un jeune porteur d'un projet, entre aller faire, j'allais dire, une activité polluante telle que le transport de marchandises, qui est un secteur et un créneau fortement saturé, et faire une activité de recyclage, celui qui va aller vers une activité de recyclage qui est forcément beaucoup plus longue, le retour sur investissement est beaucoup plus lent, le jeune va aller vers une activité polluante type transport ou une activité très, j'allais dire, mercantile, un fast-food, la recette, vous l'avez le soir, vous mettez votre argent dans la poche ou vous le remettez dans le circuit bancaire et vous pouvez payer vos dettes. Quand on va sur l'économie circulaire, le retour sur investissement est beaucoup plus long. C'est vrai. Donc, et puis c'est pas toujours facile d'aller vers la collecte de déchets. C'est quelque chose qui rebute un petit peu. Le jeune n'est pas attiré par ce type d'activité ou de tri. Parce qu'en fait, la chaîne, elle commence au niveau de la collecte, elle va vers le tri, et puis après, on en arrive au recyclage. Tout à fait. Voilà. Elle devrait, par des mesures incitatives, commencer au niveau du domicile. Mais lorsque l'on voit que dans la conception du domicile en Algérie, la cuisine, c'est l'endroit le plus petit. Et donc, dans cet endroit très petit, on n'arrive pas à mettre des petites corbeilles pour le tri sélectif, pour le plastique, pour les déchets organiques, pour en faire le compost et tout. Donc, déjà... Mais on le fait ailleurs. On le fait ailleurs, voilà. Donc, on peut le faire en Algérie. Et c'était en Algérie, il faut toujours le rappeler, 1 milliard de dollars. On perd 1 milliard de dollars dans cette période de disette financière que le monde traverse. C'est quand même énormément d'argent. On perd 1 milliard de dollars parce qu'on ne sait pas valoriser nos déchets. Nos déchets doivent être valorisés en amont. Quand on conçoit une cité, il faut toujours un espace. Il faut des opérateurs. Le concierge est un opérateur. Le concierge peut récupérer au niveau de l'immeuble. C'est quand même pas difficile d'avoir à gérer les bouteilles en PET. Et c'est un métier qui est en voie de disparition, tout comme le garde champêtre qui était vraiment très important dans la cité. C'était le défenseur de l'environnement par excellence, le garde champêtre. C'était lui qui veillait à la quiétude, mais aussi au nettoyage de la ville. Au respect des horaires, au respect des horaires de dépôt de déchets et des poubelles. Et il n'y avait pas tous ces drames, tous ces aléas, toutes ces nuisances quand il y avait le garde champêtre. Donc, je pense que les pouvoirs publics... il y a des mesures peut-être coercitives à mettre en place, comme ça se faisait, des petites amendes. Amendes, au lieu de sanctionner le pauvre producteur, là, par des taxes. On y revient à la fin. Nous aussi, on va boucler la boucle. Les taxes de Parlement n'ont jamais arrangé les choses. Donc, il faut d'abord... j'allais dire la carotte et le bâton. Il faut faire dans la sensibilisation et sanctionner par le concierge qui pourrait avoir dans un futur proche le garde champêtre aussi. Le code communal est appelé à être amendé et dans le code communal, il est prévu la réintroduction de la police communale, donc c'est les gardes champêtres. C'est très important. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Et on va pouvoir en parler plus tard également. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. Vous vouliez peut-être conclure par rapport aux assises? Oui, les assises, c'est l'affaire de tous. J'aimerais bien voir des experts, mais pas que des banquiers, pour comprendre que l'Algérie de demain se prépare aujourd'hui et que les banquiers, ce sont des opérateurs pour recycler pas mal de choses. On est arrivé au niveau des banques à capter l'argent qui était dans l'informel. Il faudrait qu'une partie de cet argent puisse aller vers l'économie circulaire. Très bien. Ça se passera où? Ça se passera à Alger, dans un grand centre. On ne va pas faire oui, voilà, dans un grand centre, mais c'est au niveau d'Alger. On en saura un peu plus dès demain.
Très bien, merci infiniment. Donc Hamid, je vous souhaite une excellente journée. Merci à On vous. se retrouvera la semaine prochaine. Ouais. Quant à nous, on met tout de suite le cap sur une région très belle, le lac Tonga en l'occurrence. Donc Al-Qala est très connu pour ses lacs, ses zones humides et bien sûr Badia Amarni sera notre guide pour cette visite au sein justement des zones humides d'Al-Qala. Université au profit de l'économie et vice-versa. Des étudiants en master et des doctorants de l'USTHB de Bab Zouar se sont rendus à At-Taraf pour aller à la rencontre des différentes zones humides que recèle cette wilaya. Cette journée coïncide avec l'arrivée des scientifiques, comme vous le voyez. Et ça aussi, donc, un cachet aussi de sensibilisation et de vulgarisation. Notre conviction aujourd'hui, la protection de la nature, a pour objectif d'abord le développement qui ne peut se faire, qui ne peut se traduire concrètement sur terrain qu'à travers la recherche scientifique et qu'à travers la mobilisation de tout un chacun. Les étudiants encadrés par leurs enseignants sont justement présents non seulement pour appuyer leur formation, mais contribuer à la préservation des écosystèmes de cette région. Les préoccupations sont multiples. Dans ce sens, nous avons un conseil scientifique. La latitude a donc cette mission d'identifier et de prioriser donc les préoccupations qui sont soumis aux différentes universités pour leur prise en charge dans le cadre de mémoire d'ingénierat d'État ou de doctorat. Les résultats, bien entendu, seront donc transmis à l'administration du parc qui sont traduits en actions sur terrain. Ça permettra aux gestionnaires d'avoir plus de visibilité. Je l'ai dit au directeur, faire une convention pour une convention, ça ne nous intéresse pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut exact? Quelles sont les préoccupations de ce lac? Et les scientifiques vont répondre à cet objectif. Donc en fin de compte, faire une étude pour rien que former des étudiants, c'est bien, on forme les étudiants, mais on veut que nos étudiants soient intégrés dans le secteur socio-économique, ils doivent répondre aux besoins de ce secteur. Nous avons ramené aujourd'hui à El-Kala des étudiants qui sont en master pour une durée d'une semaine de formation. Pour leur porter connaissance sur les écosystèmes, les différents écosystèmes existants ici à El-Kala, et spécialement les zones humides. Après l'arboretum, cap sur les lacs Tonga et Mellah. Au-delà de leur beauté saisissante reconnue par tous, ces lacs constituent de véritables trésors pourvoyeurs de richesses. Pour préserver le site, on accède à plusieurs remèdes. Premier remède, chaque année, durant le mois de janvier, on fait un comptage international. Le but du comptage, c'est voir l'aspect quantitatif et qualitatif de la biodiversité existante. Sur le côté qualitatif, c'est-à-dire la richesse spécifique, nous avons recensé cette année plus de 40 espèces. Sur le côté qualitatif, sur l'aspect quantitatif, le lac Tonga abrite plus de 19 000 oiseaux d'eau. La sensibilisation reste de mise pour justement préserver les zones humides de la wilaya d'At-Tarf de renommée internationale. Très beau plan donc de fin de ce reportage signé Badia Amarni et qui nous amène justement à notre séquence suivante. Rien à voir, mais on va parler de 4e art, mesdames, messieurs. À l'instant, donc, nous a rejoint le metteur en scène, je disais, Mokrab Lies, bienvenue. Donc, les textes et la mise en scène de la pièce Juba 2 qui se jouera aujourd'hui et demain donc au Théâtre National Mahidine Bechtarzi et justement donc vous revient de droit. Bienvenue d'abord. Merci à vous, merci pour votre invitation. C'est une pièce théâtrale qui a tourné pas mal déjà cette année et qui a eu de très bons échos dans différentes manifestations. Oui, donc c'est en quelque sorte c'est une aventure. Donc c'est une grande pièce. Oui. Il y a tout dans ce spectacle. Donc il y a de la danse, il y a des chants, il y a des voilà donc. C'est-à-dire que vous avez une douzaine de comédiens sur les planches et puis également accompagnés de 4 danseurs pour certaines séquences. Voilà. C'est bien. Voilà. C'était donc l'envie de le faire ainsi. C'est-à-dire que je ne sais pas, le choix de la chorégraphie, par exemple, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce que ça apporte un petit peu dans ce récit qui nous ramène à une histoire très lointaine, l'Antiquité? C'est un peu difficile. Donc,
surtout dans ce genre de sujet, parce que donc on n'a pas des écrits bien spécifiques donc on a essayé par rapport à la musique par exemple, donc on a essayé de faire un mélange de notre patrimoine, donc on a un peu modernisé la musique, donc aussi par rapport à la danse, donc on a pris quelques pas de danse chaoui, tergui et kabyle aussi, donc on a essayé de mélanger avec les pas modernes, donc et voilà. Donc c'est vrai que dès que vous vous êtes intéressé au 4e art, c'est vraiment le théâtre d'expression amazigh qui vous a le plus accroché. Vous l'avez appelé d'ailleurs, surnommé Théâtre des collines. Théâtre des collines, exactement. C'est un petit peu votre appellation. Oui, oui. Donc pourquoi ce choix? Parce que un jour j'ai lu une pièce de Jean Marais qui a falsifié l'histoire. Et elle a fait une pièce, elle a écrit une pièce sur Massinissa. D'accord. Il s'appelle cette pièce La tragédie de Sophonisbe. Oui. Donc je l'ai lu et je me sentais traître par rapport à la pièce, parce qu'il a écrit cette pièce en faveur des Romains, en faveur de Sophonisbe. Donc il a fait de Massinissa un traître, il a fait de Syphax un traître. Donc à partir de là, je me sentais un peu perturbé, mal à l'aise, j'imagine, parce que c'est mon histoire qui est mal racontée. Il a écrit cette pièce en faveur de Sophonisbe. Sophonisbe, il a rendu, il a glorifié les Romains. Oui, donc cette femme, justement, qui était à l'origine de beaucoup de conflits entre les rois numides. Oui. Alors que c'est le contraire. À partir de là, j'ai décidé, donc, je vais m'investir corps et âme pour que notre histoire, c'est à nous de la raconter, de la corriger, parce que l'histoire a été écrite par le vainqueur. Oui. Non pas par le... Ce qui ne vous a pas empêché quand même d'avoir le recours au regard de M. Boussetta, donc Rabah, qui était votre conseiller un petit peu historique, parce que c'est important de raconter l'histoire, et avec des faits quand même fiables. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Oui. Tu n'as pas le droit. Tu rates une année, tu rates une époque, tu rates une décennie, et puis tu as affaire après au public, parce que c'est un personnage, donc tout le monde a le droit de... À défaut d'être justement assis dans un banc au théâtre pour suivre un petit peu Juba 2, la pièce que vous avez mise en scène, on va essayer de donner quelques repères aux téléspectateurs, et vous passerez, hélas, par un petit quiz, des petites questions comme ça pour voir un peu votre culture générale par rapport à Juba 2, et puis aussi pour donner quelques éléments d'information aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Donc première question, justement, on va voir peut-être une image avant de parler. On va voir la première image que nous projettera la réalisatrice, et s'en suivra une question adressée à monsieur le réalisateur. Alors, est-ce que l'image va arriver ? Oui, bon ben, on va dire un petit peu l'époque dans laquelle a vécu Juba 2. En attendant, Juba 2, donc, qui est le dernier de la lignée des Numides, roi numide. Oui. Il était l'avant-dernier. 25 ans avant Jésus-Christ, donc voilà, il est né donc, du côté à l'est d'Algérie. De Zama, côté de Zama. Bien. Son père, c'est Juba I. Donc, quand César a vaincu Juba I, donc, il a détruit Zama. En fait, c'était un choix stratégique un peu difficile de la part de Juba I. Il s'est allié aux deux Romains. À l'opposant, donc. L'opposant de César. Très bien. Donc en s'alliant à l'opposant, il a perdu une guerre qui était un peu déséquilibrée. Très importante pour lui, donc il se fait tuer. Très bien. Alors, on va voir la première image ensemble. Alors, dites-moi si vous reconnaissez. Qui est à l'image, là? Je ne vois pas bien à l'écran, mais bon, c'est son fils, Ptolémée. Voilà, c'est Juba II. Non, j'ai pas bien. Ça, c'est Ptolémée? Oui. Non, je pense que c'est Non, c'est Juba II. C'est Juba II. Je ne vois pas bien. C'est Juba II, donc on retrouve... Oui, c'est Juba II. On retrouve cette sculpture où?
à Cherchel. Ah, Cherchel, que représente justement dans l'histoire de Juba II? Et vous faites allusion justement à Cherchel, à la construction de la cité dans la pièce Donc théâtrale. la pièce, même il parle de ça, parce que le projet de Juba II... On va voir la deuxième image. C'était pas, le projet de Juba II, c'était pas de, c'est pas de faire de la guerre, c'est pas un guerrier. Donc c'est un écrivain, c'est un philosophe. C'est un jeu. Donc il écrit beaucoup. D'ailleurs, il a laissé beaucoup de livres, mais malheureusement, ils étaient brûlés. Donc et là, on voit justement Cherchel, qui était sa création. Et vous mettez en scène justement tous ces architectes, ces artistes qui l'ont entouré pour l'élaboration de des plans de la ville. Donc il y avait des architectes grecs, des architectes égyptiens. Exactement. Et vous racontez toute cette histoire dans la pièce théâtrale. Il y a des architectes, c'est un passage obligatoire. Donc, Juba II, quand on dit Juba II, c'est la construction, c'est pas la guerre, c'est pas. Et c'était un roi qui attirait les scientifiques, qui attirait les penseurs, les poètes et les artistes. Mais le paradoxe, c'est le peuple, il le comprend pas. Et il a eu un conflit avec son peuple parce qu'à l'époque, le peuple n'était pas instruit, il était sur la dominance romaine. Donc lui qui voulait éduquer le peuple, lui qui veut instruire le peuple, après avec le temps, le peuple pourra faire sortir Rome. Son identité d'abord pourra retrouver ses repères identitaires et ne pas subir l'acculturation ou la romanisation. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc le peuple veut se venger, veut la guerre. Donc voilà le conflit qu'on trouve dans même la pièce. Ça racontait quand même dans votre pièce. Même il y a là un conflit avec Tacfarinas. Donc Tacfarinas, finalement, ils ont le même but. Tacfarinas veut faire sortir Rome de la Numidie. Juba II aussi. Donc, de quelle façon? Sa méthode. En Chacun fait, sa méthode. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que Juba II avait connu Rome différemment. Exactement. Il a été élevé donc dans la cour d'Auguste. C'est un citoyen romain. Tout à fait. Donc, pour lui, c'est avec la sagesse, avec le savoir qu'on peut faire sortir le colonial. Qu'on peut peut-être, déjà, il avait réussi en tout cas à forcer quelque part, justement par son savoir, son éducation, Auguste à lui confier le royaume de son père. Ben oui. Même si c'était sous domination romaine, c'était important quand même, il était très jeune. Alors on va voir l'image suivante avant de poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est Cléopâtre. Ah, là c'est la reine Cléopâtre, celle qui était au cœur justement. C'est la maman de Sélénée. Tout à fait. Donc c'est la célèbre Cléopâtre, aimée par César, aimée par Marc-Antoine. Voilà, la dernière reine égyptienne. Très bien. De son union avec Marc-Antoine est née une petite fille. N'est-ce pas? Cléopâtre Sélénée. Donc vous parlez également de Cléopâtre Sélénée parce que l'histoire de Cléopâtre Sélénée est scellée à celle de son conjoint. Et ils ont le même sort. Très bien. Ils étaient élevés dans la même famille avec Octavia, la sœur de Octave, qui est devenue après Auguste. Auguste est devenu l'empereur romain. Donc ils ont le même sort. Sélénée, elle a pris le nom de sa mère Cléopâtre. Donc Sélénée s'appelle Cléopâtre Sélénée. Elle a pris le nom. La 7e. Donc elle a été prise. Il a été captif à l'âge de petite, donc il était élevé dans la même un peu le même destin que Juba II, qui avait lui aussi même destin. Son père étant décédé, lui étant prince, il a été élevé au rang des princes. Le même sort. Voilà, c'est Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, il s'est fait tuer. Juba I s'est fait tuer. Le père de Sélénée, il s'est fait tuer en Marc-Antoine. Ils étaient élevés dans la même famille, donc ils portent le même nom, Juba I. Et il a pris le nom de son père. Juba Sélénée, il a pris le nom de sa mère. Donc un peu vous racontez cette belle histoire d'amour dans votre pièce théâtrale. Vous avez réservé un chapitre au mariage. Oui, et donc j'ai fait une petite cerise dans le gâteau.
j'ai un peu développé l'histoire d'amour de Juba 2 et de Séléné d'une manière, un regard sur un artiste, sur un écrivain qui délaisse un peu sa famille, qui délaisse un peu son amour propre. Donc voilà alors, il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur. Voilà, c'est ce que pourront découvrir en tout cas les personnes qui voudront découvrir cette pièce qui sera projetée, on le rappelle quand même encore une fois, pas projetée, je dirais jouée sur les planches du TNA. Donc Bachtarzi aujourd'hui à 18h et demain également à 18h. Donc probablement on va faire un sous-titrage en arabe pour faciliter un peu le public à capter des choses très importantes par rapport à l'histoire. Oui, par rapport à l'histoire, il y a énormément d'aspects de Juba 2 qu'on ne connaît pas. On va voir la dernière image et voir si vous reconnaissez. Alors, un paysage féerique. Ça vous parle? Ça vous parle pas? C'est loin, j'ai pas bien vu. Ben, on a une eau cristalline, voilà, on a agrandi l'image pour vous. Là, je connais pas. Là, vous ne connaissez pas. Alors, je vais tout de suite vous donner un indice, les îles Canaries. Oui, ouais, voilà. Allez-y. Voilà. Donc, c'est parce que le royaume de Juba 2, il a progressé jusqu'à les îles Canaries. Voilà, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Juba 2 avait un petit peu le goût de l'aventure et de l'exploration. Il envoyait des expéditions de scientifiques à travers justement le continent. Et donc, on lui doit la découverte des îles Canaries. Exactement. C'est lui qui a découvert, qui a donné le nom aux îles Canaries. Exactement. Donc on ne voilà, peut pas raconter tout ça dans la pièce. On ne peut pas tout raconter, c'est magnifique, c'est magnifique. Ce personnage valait le coup d'avoir sa pièce racontée, donc, et puis aussi des livres et des ouvrages, pourquoi pas. Donc merci de nous avoir permis justement d'avoir par le biais du 4e art, cet art qui va vulgariser l'histoire, la rapprocher du citoyen. Vous allez donc raconter cette histoire aujourd'hui sur les planches avec une pléiade de comédiens. On peut citer quelques noms justement pour ceux qui sont vraiment fidèle au 4e art et qui connaîtrait déjà des visages. Donc il y a celui qui a joué Juba 2, il y a Flag Malik. Oui. Celle qui a joué Séléné, c'est Mahmoud Jdiya. Oui. Celui qui a joué Juba 1, c'est Malik, plutôt Farouk Mehoubi, Sofiane Mehoubi. Donc la liste est grande, il y a beaucoup. On a pris les meilleurs comédiens du théâtre régional dans notre théâtre, donc on a fait un casting pendant un mois pour chercher les profils et tout ça. Donc je remercie à cette occasion, tout le staff du théâtre régional de Tizi Ouzou qui m'ont donné confiance, ils ont tout fait, surtout le directeur, il a tout fait pour me mettre à l'aise pour la réussite de ce spectacle. Donc c'est un spectacle très lourd, très lourd. Et qui entre en compétition lors du Festival international du théâtre professionnel d'Alger. Donc on vous souhaite bon vent, bonne chance pour toute l'équipe lors de cette compétition. Et on attendra avec impatience le palmarès pour voir si vous y êtes. Bonne chance en tout cas pour la compétition et pour l'équipe qui va se produire. Donc dès ce soir, mesdames, messieurs, à partir de 18h au Théâtre National, Mahidine Bachtarzi, c'est à Alger. Puis demain, si vous ratez la représentation d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion demain encore de les revoir sur les planches. Merci encore, Lies Mokrab. Merci à vous. Donc bonne chance, je le disais encore. Et puis tout de suite, cap sur Janet, une des perles justement du sud algérien, donc inévitable en cette saison en principe pour les amoureux du désert et des grands espaces. Voici donc venir Souad El Khrour pour nous narrer cette visite à Janet. Terre de tous les paradoxes, Janet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas.
Ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les desserts, le lac, l'argent. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Mais... Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie de Dutadrat. Très joli, Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp, dormir dans les tentes. Janet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure. Mon Dieu, envie d'évasion tout de suite, là, maintenant, j'ai envie de rejoindre justement ces grandes étendues désertiques. Mais bon, à défaut d'y être, je vais vous proposer un petit voyage à travers un art, justement, l'art, justement, que va nous présenter Ben Cheba Chakib. Bienvenue. Merci. Bienvenue, c'est votre première télé, Chakib? Oui, la première fois. Eh ben bon baptême, hein. Ça va, comment vous vous sentez pour cette première? Ça va, super, l'équipe est bien, ça va, je me sens à l'aise. On s'occupe bien de vous en coulisses. En tout cas, moi je suis pressée de montrer aux téléspectateurs vos œuvres ici présentes que vous avez amenées, une belle petite sélection et bien sûr, il y a un choix incroyable d'objets qu'on pourrait acquérir. On est en fin d'année, c'est l'occasion de faire des cadeaux. Des cadeaux et de fin d'année. Bon, toute l'année, vous nous offrez une belle opportunité justement, de bonnes idées de cadeaux de fin d'année et autres. Donc là, je vais essayer de montrer ce triptyque déjà. C'est une série d'arbres, c'est bien cela? Exactement. Ça, c'est le cadre du milieu, c'est un arbre coupé en 3 pièces. Oui. En fait, on s'est basé beaucoup plus sur la décoration, sur, comment dirais-je, les ombres chinoises. D'accord. Donc c'est vrai que c'est dans cet esprit que vous l'avez fait, celui-là, ça se voit. Exactement. Et donc, voilà, ce sont des œuvres qui sont faites comment? Donc c'est apparemment de la résine, il me semble, non? La baguette. La baguette est en résine. L'encadrement et tout est fait en résine, mais l'intérieur c'est du MDF coupé avec des machines à laser. Le dessin il est fait tout d'abord sur une feuille, ensuite on l'exécute via un logiciel qui est connecté à la machine et voilà. Et c'est un choix donc de l'artiste parce que vous avez un partenaire, Omar, bien sûr, Exactement. pour ce travail. Exactement. Omar qui est un designer émérite qui est à l'origine justement de toutes ces créations en fait. C'est bien ça? Exactement. On le salue s'il nous regarde ce matin. Normalement, il est en train de regarder. Il est en train de regarder. Il est un peu timide, Omar. Il vous a délégué pour parler de votre entreprise. Donc vous avez plusieurs objets que vous proposez donc dans cette entreprise. Nous venons de voir un échantillon de cadres. Il y en a aussi en bas voilà, on est en train de les voir à l'image. Cette belle perspective intérieure qui est toute fine et en relief. Exactement. C'est pour ça qu'on a opté pour la machine à laser. Parce que faire ça à la main, ça sera un peu délicat. Oui, parce que c'est très fin, c'est exécuté avec finesse. Ça prendra beaucoup plus de temps. Et du coup, la machine à laser nous permet d'acquérir des trucs plus sensibles. Vous avez rejoint, donc on va un petit peu citer le nom, c'est-à-dire vous êtes dans la maison du cadre. Exactement, c'est bien cela. Oslo. La maison du cadre, donc vous y êtes depuis combien de temps à peu près? Ça fait à peu près 1 an et demi. Vous n'avez pourtant pas fait d'études d'art. Non. Vous êtes en génie mécanique à l'université, c'est bien ça?
exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a attiré dans le travail d'Omar, qui a fait en sorte que vous soyez un petit peu son partenaire dans le travail? C'est la beauté de la chose. Et j'aime bien tout ce qui est culture chinoise et tout. Oui. Et du coup, les ombres chinoises, ça m'a donné envie. Et... Très bien. Vous avez d'abord été curieux, j'imagine. Voilà. Ouais, c'est pas un pote? C'est un gars de la famille d'un pote à moi. Ah, très bien. Du coup, des fois, on partait chez lui, on regardait. Ah, ça y est, m'a plu. en fouinant un peu, on va découvrir toute l'histoire. Mais bon, on va rester sur l'histoire de ces productions que vous proposez. Donc, des luminaires également. Toute une série, tout un choix de luminaires, oui. Tout ce qui est abat-jour, lustre, veilleuse. Avec une touche un peu originale et de la fantaisie. Un petit peu, vous nous avez amené par exemple là un abat-jour qui est un peu vraiment fantaisiste, non? C'est un personnage, je crois. Et il est fait à base de matériaux de récupération, ou je me trompe? Récupération, généralement. Ce sont des chutes. Ça, c'est toujours dans l'esprit écolo dont on parlait tout à l'heure. Cette économie circulaire qui permet de récupérer des petits objets et d'en faire des décors. On voit ici justement cet abat-jour, mais aussi un très beau tableau confectionné avec des chutes de bois aussi. Cette porte. Oui, la porte, c'est la porte à Qasba, à Bab Sultan. Oui. Ben, on est parti, on a pris la photo et on l'a redessinée avec quelques modifications. Et voilà. C'est pour garder le truc traditionnel. Oui, on revient un petit peu au patrimoine, la touche locale, donc notre identité, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop vers la Chine, on reste aussi un peu chez nous, c'est bien ça. C'est faire un mélange des deux cultures. C'est un mélange des deux cultures. Et comment vous, depuis 1 année et demie que vous y travaillez, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail? Qu'est-ce qui vous passionne? Ben, je me sens super à l'aise. Et le truc que j'adore, c'est en fait les Algériens s'y connaissent en culture et en art. Je vous assure, des fois, j'ai des clients qui viennent, on passe des moments, 1 heure ou là, à discuter sur les arts. Et c'est bien, c'est un échange culturel et on arrive à discuter. Voilà. Très bien. Parlons un petit peu de la rentabilité de ce travail qui est artistique. On se dit, allez, un travail artistique, ça ne rapporte pas, ça ne peut pas évoluer. Pourtant, avec un peu de ténacité et de patience, vous avez inversé les vapeurs. En 90-2000, il fabriquait combien de cadres, votre ami? 20 cadres. 20 cadres par jour ou par mois ou par un? Ça dépendait du marché, des fois ça... 20 cadres, disons... Voilà, pour un mois, pour une semaine. Voilà, 20 cadres le mois. Et aujourd'hui? On est à 500, 600, ça dépend de la taille du cadre, ça dépend des demandes. Très bien, donc vous avez une production qui s'étale jusqu'à 500 000 objets quand même par an? À peu près. 500 000 objets, ce n'est pas rien, c'est dire un petit peu le bon qualitatif dans la production et puis aussi la patience que vous avez eue en tant que petite équipe jeune. Voilà. Excellent. Donc en tout cas, on voulait vous saluer ces initiatives que vous avez eues et puis montrer aussi aux jeunes qui n'auraient pas eu cette idée de se dire, voilà, on récupère des objets, on va réussir, et bien si. Voilà. Vous en êtes la preuve incarnée. Bravo donc à votre équipe. Je rappelle que vous êtes Chekib Ben Shabba et puis que vous nous avez permis d'offrir aux téléspectateurs qui est avec nous ce matin des idées de cadeaux pour cette fin d'année universelle. Donc que me reste-t-il à vous dire si ce n'est bonne et heureuse année? Merci à vous. Parce qu'on va se retrouver. Et puis Omar qui se cache derrière la caméra, bonne et heureuse année Omar. Et on espère vraiment vous recevoir un jour et parler un petit peu de vos passions. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié les thématiques sélectionnées. Au fait, j'avais un petit rectificatif pour les amoureux du 4e art. La pièce sera jouée à 15h aujourd'hui, donc, et non pas 18h. Donc, Juba 2, si vous avez aimé et si vous avez envie de découvrir, mesdames, messieurs. Et puis, n'oubliez pas, tous les jours, il y aura des représentations théâtrales puisque le TNA vit au rythme du Festival international justement de théâtre professionnel. Profitez-en, les spectacles sont magnifiques. Merci encore mon ami. Merci. Et puis à vous également, merci d'avoir été avec nous. Restez-nous fidèles et portez-vous bien. Bonne et excellente journée.